Avec vous pour le 10h midi, heureuse de vous retrouver pour débattre et commenter l'actualité avec aujourd'hui Hassen Amou. Bonjour, responsable associatif. Vous êtes également chef d'entreprise. Vous avez fondé le collectif marseillais Trop jeune pour mourir. Régis de Castelnau, bonjour, avocat. Bonjour. Vous êtes membre de la rédaction de Causeur et vous avez également un blog Vue du droit. Carl Olive, bonjour. Vous êtes maire de Poissy. Ceux qui nous suivent en vidéo ne pourront pas l'oublier parce que vous avez derrière vous un très beau fond d'écran. C'est la carte de visite de la ville, Isabelle. Voilà, avec écrit Poissy. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube et sur Facebook et sur sudradio.fr. Et Judith Weintraub. Bonjour Judith, grand reporter au Figaro Magazine. On va parler du déconfinement. Faut-il aller vers un déconfinement total que va annoncer demain le Premier ministre, vraisemblablement assouplir certaines des règles qui sont en vigueur en ce moment. On va parler de cette crainte d'une hausse des impôts. Et puis Jean-Marie Bigard, pourquoi pas candidat à l'Élysée? Est-ce qu'Emmanuel Macron finalement n'est pas pris à son propre piège dans cette histoire? Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention. Je vais peut-être commencer. Moi, j'ai un coup de gueule contre Prestalis, distributeur de journaux, grève des salariés, ce qui fait que vous ne trouvez pas vos journaux dans un certain nombre de kiosques, dans un certain nombre d'endroits. Judith Weintraub, vous en savez quelque chose, j'imagine? Ça a été catastrophique pour nous. Oui, ça nous a vraiment gravement pénalisé. En plus, la précédente est tombée le jour où on sortait notre numéro annuel sur les chambres d'hôtes et ça nous porte à coup vraiment difficilement rattrapable. Ouais. C'est un scandale absolu. C'est vraiment un scandale absolu. La presse est dans une très très grande difficulté et au-delà de la défense de la presse, les journaux pour les personnes âgées, ça reste aussi un rendez-vous et quand on ne trouve pas ces journaux dans les kiosques, c'est absolument lamentable. J'ai pas d'autres commentaires à faire. Hassen Amou, on va commencer avec vous. Moi, j'avais un coup de gueule que je voulais faire ce matin, qui dure depuis quelques temps, puisqu'on a sollicité le Premier ministre et le ministre de la Ville avec un collectif d'associations pour demander l'annulation des PV confinement qui ont été adressés à des familles en difficulté, notamment des mères seules et familles nombreuses. On part du principe que si une prime exceptionnelle leur a été versée par le gouvernement, ce qui est une bonne chose, il faut reconnaître également leur situation. Et quand vous avez une fratrie dans un même logement pour un T2, donc on sait qu'en France, il y a une crise du logement et notamment du logement social, ces gens-là ne peuvent pas maintenir l'ensemble de la famille au domicile. Donc dans la semaine, il se peut qu'un seul gosse soit rentré avec plusieurs amendes pour non-respect du confinement. Et ce qu'on demande, c'est qu'on ne rajoute pas de la difficulté à la difficulté concernant ces familles. Et donc, il y a aujourd'hui François-Michel Lambert, donc le député avec Liberté et Territoire, qui a fait une question écrite aussi au gouvernement et on attend toujours leur réponse. Ils ont quand même accusé réception de notre courrier. Qu'est-ce que vous en pensez, Carl Olive? Moi, je suis pas du tout d'accord. Judith, oui, vous n'êtes pas. Non, il y a la loi. C'est comme, enfin, je sais pas. Exactement. Il y a une loi. Il y a une loi. On peut pas avoir d'exception à la loi. C'est moi qui parle, c'est vous. Non, allez-y. Oh. Vous dites absolument ce que je pense. Réclamer une loi différente pour des quartiers dont on n'arrête pas de dire que non, ce ne sont pas des territoires perdus de la République. Ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes devoirs. Ça doit être notre principe directeur. Où on considère que le confinement était irréalisable sur l'ensemble du territoire national, il ne fallait pas le faire, ou en tout cas pas dans ces conditions-là, avec ces contraintes-là, ou par exemple ne pas punir les gens qui l'enfreigneraient. Ça a été le cas en Allemagne, hein. Il n'y avait pas d'amende, par exemple. Je rappelle qu'en Allemagne, c'est le plus faible nombre de morts qu'on ait enregistré en Europe, un des plus faibles à pays comparables. Mais réclamer un aménagement de la loi eu égard aux conditions sociales, c'est vraiment une revendication inégalitaire anti-républicaine. Je veux juste préciser une chose. On ne demande pas un passe-droit, contrairement à ce qui Si vous demandez à ne pas payer des amendes. Non, non, pas du tout. Ce qu'on demande, c'est que les mères seules et les familles nombreuses, on n'a pas tous été égaux face au logement. Et si on parle de droits et de devoirs, ben justement, on n'est pas égaux. Et s'il y a encore des politiques de la ville, s'il y a un tas de dispositifs, c'est bien que dans notre société, il y a un nombre d'inégalités que nous n'avons pas su prendre en charge. Les citoyens sont libres et égaux en droit.
Non, mais on n'est pas tous égaux face au confinement. Donc, moi, attire l'attention sur notre capacité et à la fois d'humanité et de prise en considération des plus précaires d'entre nous. Donc, c'est simplement ça. Je ne demande pas une amnistie pour toutes les familles des quartiers, etc. Et d'ailleurs, ce sujet ne concerne pas uniquement les gens des quartiers. Il concerne l'intégralité de familles qui peuvent habiter aussi en cœur de ville et qui ont ces mêmes difficultés. Je dis juste, dans des périodes de controverse comme la nôtre, il faut prendre en compte et prendre en charge les plus faibles d'entre nous, tant sur les revenus que sur les conditions de confinement. Et si le gouvernement a fait cette prime, c'est qu'il l'a reconnu d'une certaine manière. Alors, je voudrais entendre ce que dit... Attendez, je voudrais avoir le maire, ce que dit le maire, puis après, vous aurez la parole. L'avocat aura la parole. Oui. Qu'est-ce que vous en dites, Carl Olive? Vous avez été confronté, vous aussi? Oui. Poissy, ville de 40 000 habitants, ville ouvrière, vous le savez, j'y reviendrai dans quelques instants sur le coup de cœur, avec notamment PSA. Je rappelle que c'est 27 000 ouvriers à l'époque. Les règles, c'est les règles. Peut-être la différence, c'est qu'ici à Poissy, on a passé notre temps à rappeler les règles, et les règles sont les mêmes pour tout le monde. On est dans le jeu ou on est en dehors du jeu. C'est vrai, ce qu'on peut comprendre, c'est que dans des quartiers populaires, il est arrivé à la fin du confinement, c'est vrai, qu'il y ait des difficultés, plus de difficultés, notamment par rapport à une culture où on est toujours à l'extérieur, et ça, on peut l'entendre. Mais typiquement, à Poissy, je n'ai pas eu de difficulté parce que la police municipale, notamment, a été sans état d'âme. Les collègues et les amis avec lesquels je grandis ici à Poissy l'ont compris, mais je rejoins ce que dit Judith tout en entendant ce que disait Hassan il y a quelques instants, c'est que à un moment donné, si on commence à faire de la géométrie variable, c'est déjà suffisamment compliqué. Je rappelle aussi que nos collègues ont été touchés par le virus, donc on est sur des situations qui sont dégradées. En revanche, il faut que les règles soient édictées avec le même niveau d'interprétation pour tout le monde, sinon on ne s'en sort pas. On n'a pas eu de difficulté ici. Alors, moi, oui, Régis de Castelnau. La solution, elle est toute simple. Hassan, tu as tort de demander des choses à géométrie variable. Il y a une solution, et avant de dire laquelle, je vais revenir sur ce qui s'est passé. Le confinement, sans précédent. Énorme violence infligée à 50 millions de Français d'être enfermés chez eux. Ils sont en prison. Je suis désolé, voilà, une violence, on ne sait pas comment ça se passe, etc. Il y a eu combien d'amendes en Grande-Bretagne? 9 000. Il y en a eu combien en France? 1 million. Alors les Français sont indisciplinés, ils sont méchants, etc. Sûrement, non, il y a eu de l'arbitraire. J'ai été saisi de centaines d'amendes arbitraires délivrées parce que les textes étaient inconstitutionnels. Un texte pénal, il doit être précis, on doit savoir ce qu'on peut faire. Et quand vous avez un gendarme qui vient fouiller un caddie et qui dit « vous avez des serviettes hygiéniques, ce ne sont pas des dépenses de première nécessité », ça s'est produit. Ça s'est produit. Ce ne sont pas des « et » qui met une amende, c'est de l'arbitraire pur et simple. Donc, je suis désolé, 1 million d'amendes, comme par hasard, c'est parce qu'il n'y avait plus d'infraction routière. Alors, on y a été, c'était coercitif. Et puis, j'ajoute aussi la géométrie variable. Il n'y a pas M. Nunez qui a dit qu'il ne fallait pas faire les contrôles et il ne fallait pas faire d'amende dans les cités parce que ça allait provoquer des choses, ça allait provoquer des réactions. Il n'y a pas un directeur de la sécurité publique du Calvados qui a expressément dit, surtout, n'allez pas contrôler au moment des ruptures de jeûne du Ramadan. Tout ça n'est pas sérieux, c'est relativement honteux. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir les contester, ces amendes. Donc, il faut aller voir un avocat, il faut savoir comment il faut faire. Donc là, l'inégalité, elle revient. Il n'y a qu'une solution par rapport à ce qui s'est produit et pour tenir compte du fait que les Français ont globalement bien respecté ce confinement. La preuve, l'épidémie est en train de s'arrêter. Je pense que c'est une des conséquences du confinement. C'est pour le 14 juillet, on fait une loi d'amnistie de toutes les amendes. Je pense que ça réglera le problème parce que cette vision coercitive, exclusivement coercitive du confinement, je suis désolé, les Allemands l'ont pas eu et les Britanniques non plus. 9 000. Il y en a eu 9 000. Chez nous, 100 000. On va un million, oui. Voilà. Allez, Carl Olive, un coup de cœur. Oui, 1 million. Le coup de cœur pour les amis de Renault Flin, vraiment un grand coup de cœur pour Renault Flin dont on dit que le centre de production qui aujourd'hui est fort de 2600 employés, là où il était à 12 000, puis à 22 000 dans la période des 30 Glorieuses, il faut évidemment être en soutien avec Flin. Alors on ne sait pas encore, on le saura demain puisque un conseil demain chez Renault à 10h
quel sera le devenir de ce centre de production. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a une unité foncière qui est largement disproportionnée par rapport au nombre d'employés, eu égard au fait qu'on est dans une crise industrielle automobile et on le voit bien, simplement de la même manière que le département, la région, la communauté urbaine ont été au rendez-vous de PSA à Poissy et j'en sais quelque chose. Je veux dire évidemment aux amis de Flins que le département, la région seront aux côtés de nos amis de Flins pour faire en sorte qu'on puisse au moins faire perdurer l'emploi. Je rappelle que en termes de perte d'emploi directe et indirecte, si Flins venait à fermer demain, c'est entre 40 et 45 000. 40 à 45 000 emplois, c'est pas compliqué. À côté de Flins, donc Flins-sur-Seine, vous rajoutez Aubergenville et les Mureaux. Mureaux, Aubergenville et Flins sont rayés de la carte. Ça, il faut l'avoir en tête. On a notre premier combat à mener. Nous autres, élus de terrain, c'est le premier combat, c'est l'emploi. Donc, un grand clin d'œil à nos amis de Renault-Flins. Bon. On va passer peut-être à celui au coup de gueule de Régis. Je garde celui de Judith pour la fin. Régis. Bon, moi, je voudrais prendre la défense. Enfin, c'est pas prendre la défense, mais mon coup de gueule, ce serait pour la façon dont on est en train actuellement de lyncher Camilla Jordana, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, que je connaissais pas du tout avant que ça se produise. Elle a dit une bêtise. Une grosse bêtise parce qu'elle était sollicitée, je ne sais par qui, et maintenant tout le monde lui tombe dessus. C'est une polémique géante, etc. Le ministre de l'Intérieur, qui a envie de se raccommoder avec les syndicats, vient plastronner. Alors naturellement, elle lui a dit qu'elle était prête à un débat avec lui, ce qui montre bien que M. Castaner ferait bien de rester à l'altitude que doit être celle d'un ministre de l'Intérieur de la République. J'ajoute aussi qu'il y a plein de gens qui disent bien pire. Madame Rokhaya Diallo, Ouria Boutelja, Edwy Plenel qui portent des t-shirts avec marqué « La police assassine », etc., qui disent bien plus de choses et beaucoup plus graves que ce qu'a dit cette pauvre Camélia Jordana. Et puis, la fameuse pétition où ils étaient tous là, les people, pour l'affaire Théo, dont on sait maintenant que c'était pas une violence policière. L'instruction l'a à peu près démontré. Là, non, mais comme elle est toute seule, comme elle a dit une énormité, c'est tout à fait incontestable, eh ben, on se passe les nerfs sur elle. Elle sert de bouc émissaire. Moi, j'aime pas trop. Voilà. Oui, une réaction rapide. C'est vrai que ça a été un peu ma réaction aussi, de dire voilà, on en est à commenter les propos d'une chanteuse, quoi. Mais Judith, vous partagez cet avis ou pas? Il paraît qu'elle chante bien. Oui, elle chante bien. Je partage tout à fait l'avis de Régis de Castaldo sur le 2 poids 2 mesures et la liste qu'il a citée est tout à fait exacte. Edwy Plenel, Rokhaya Diallo. Eux bénéficient, et puis c'est pas une bêtise une fois dans une émission de divertissement. Ce sont des campagnes qu'ils mènent. Oui, absolument. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec le coup de gueule de Judith Weintraub qui concerne la chloroquine. On y revient dans un instant avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est ensemble pour commenter l'actualité. Ce qui a retenu l'actualité de Judith Weintraub, c'est, Judith, l'interdiction de la prescription de la chloroquine pour soigner le Covid-19. Vous me promettez de rester calme, Valérie? Oui, c'est écrit en gros sur ma feuille. alors déjà, en fait, depuis que la décision est tombée, quand on regarde, on s'aperçoit que c'est pas vraiment une interdiction, mais ça, je compte sur Régis de Castelnau s'il le peut pour préciser les choses, parce qu'en fait, un article du Code de santé publique protège la liberté de prescription des médecins. Mais en fait, dans cette affaire de l'hydroxychloroquine, tout a été mené en dépit du bon sens, sur fond de mauvaise foi, éventuellement de conflit d'intérêts, en tout cas de querelles claniques qu'on a très bien vues, et l'épilogue, c'est-à-dire sinon interdire, du moins déconseiller formellement la prescription du protocole Raoult, hydroxychloroquine plus azithromycine, est une espèce de feu d'artifice du point de vue de la liberté de prescrire, du point de vue de la mauvaise foi. Je rappelle que ça a été pris sur la base de cette fameuse étude publiée par The Lancet, dont plusieurs médecins ont expliqué avec des arguments solides
à quel point elle était contestable. Je ne citerai qu'un argument. 30% des patients examinés qui étaient sous un traitement assimilable à celui du docteur Raoult, 30% présentaient une cardiopathie. Or, Raoult a toujours dit que les malades du cœur ne devaient pas prendre l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Donc je suis absolument consternée par cet épisode. Oui, alors, en fait, l'interdiction, alors peut-être que Régis peut nous le dire, n'est que effectivement virtuelle, puisque chaque médecin est libre de prescrire en son âme et conscience le médicament qu'il souhaite prescrire. Régis ? Alors, c'est une situation très confuse. On a parlé de ça mardi, hein, Valérie, déjà. Oui, oui, Moi, oui. Là, maintenant, je ne vais plus prendre position parce que c'est ajouté à la confusion. Il y a deux camps irréconciliables, il y a une bataille très complexe et qui donne beaucoup à voir sur les questions de santé, du médicament. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses et il va falloir y réfléchir. Je pense que tout ça n'est pas fini, qu'il y en a pour des semaines, sinon des mois. Les choses se clarifieront, du moins j'espère. Alors, sur la question que vous posez, Valérie, non, on a deux contradictions. On a premièrement, effectivement, la liberté de prescription, qui est un principe fondamental. Et de l'autre côté, vous avez une interdiction pour les malades hospitalisés, qui est une réglementation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ce qui est le cas. Et violer une réglementation particulière de sécurité, comme par hasard a fait M. Nunez en disant de ne pas aller imposer le confinement dans les banlieues, hein, c'est l'infraction de mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Bon, je crois que de toute façon, on est en fin d'épisode, parce que ce sera peut-être saisonnier. On est en fin d'épisode et c'est une espèce de coup d'épée dans l'eau. C'est une décision à caractère politique, parce que c'est devenu complètement politique, hein, l'affaire. Hein, donc, je comprends, Judith, mais ce sera sans portée. D'ailleurs, j'ai écouté Didier Raoult devant Pujadas. Il a dit, moi, ça me gêne pas trop, j'ai plus de malade. Donc, voilà. Alors, réaction peut-être à Amou? Moi, j'ai sur les appréciations qu'a pu donner l'OMS et toutes on va dire l'épisode Raoult aujourd'hui dans notre pays. Moi, je suis d'avis de redire ce que dit un certain nombre d'observateurs, c'est qu'on est en train de faire de Didier Raoult un véritable symbole dans notre pays, qui est en train de tenir tête à toute un corps, on va dire, médical qui essaye de démonter ces recherches, alors que le gars en question a quand même sérieusement travaillé le sujet. J'ai eu la chance de le rencontrer à Marseille et c'est quelqu'un qui, en tout cas, fait les choses avec sérieux. Et donc on a. C'est pas ce que disent ses opposants. Hein. Ses opposants disent que justement l'étude qui a été faite n'est pas sérieuse parce qu'il n'y a pas de comparaison possible et qu'on ne sait pas si effectivement l'hydroxychloroquine soigne réellement, puisque 98% des cas guérissent dans les 5 jours. Donc donner de l'hydroxychloroquine au début du traitement, vous ne savez pas s'ils ont guéri naturellement ou si c'est le médicament. C'est là qu'est la question. C'est la preuve en elle-même. Ce qui est quand même extrêmement curieux dans la manière dont on traite cette information, c'est que c'est un médicament connu. Et tout à coup, on est en train d'expliquer à nous autres pauvres mortels qu'il serait extrêmement dangereux et que donc ce médicament-là, on n'en connaîtrait pas réellement les effets, etc., etc. Moi, ça m'inquiète parce qu'il est sur le marché depuis des lustres, ce médicament. Donc, à un moment donné, ceux qui le prenaient habituellement doivent être inquiets aujourd'hui. Oui, mais pas au même. Enfin, il faut redire les choses qu'on dit depuis, pas dans les mêmes prescriptions, pas de la même manière. Pardon Valérie, pour le lupus, le traitement d'attaque est exactement le même. Hein, c'est 600 mg. Oui, mais est-ce qu'il y a eu la preuve aujourd'hui? Moi, c'est une question que je pose. J'ai pas la réponse. Est-ce que les gens qui étaient traités à l'hydroxychloroquine pour le lupus ont fait moins de Covid que les autres? Question à laquelle on n'a pas vraiment de réponse. Allez, on se retrouve dans un instant. On se retrouve dans un instant et on vient d'apprendre le décès du député Claude Goesgen, 75 ans, ancien secrétaire général de l'UDF, qui est décédé des suites du Covid-19. Je pense que vous le connaissiez, vous l'aviez rencontré, Carl Olive et Judith Weintraub. On pourra évidemment parler de lui. À tout de suite.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on vient d'apprendre donc le décès de Claude Goasguen, député Les Républicains, qui a été l'un des premiers infectés par le Covid. Il était âgé de 75 ans, il a été maire du 16e arrondissement de Paris depuis plus de 20 ans. C'était une personnalité, Carl Olive, importante de la droite française. Claude Goasguen, d'abord, pensez évidemment pour sa famille, qui rejoint malheureusement les 30 000 âmes qui sont parties avec cette saloperie. C'était quelqu'un qui tortillait pas. Goasguen, c'était un homme vrai, celui qui met ses actes en face de ses mots. Alors on aimait ou on n'aimait pas, c'était noir ou blanc, c'était pas gris clair ou gris foncé. Si j'étais trivial, comme aurait pu le dire Coluche, il tortillait pas du cul pour chier droit. Et c'est quelqu'un qui avait de l'empathie. Moi, je l'ai rencontré il y a quelques temps dans le Rugby Club à Paris, avenue Hoche, où je suis le directeur, ce club privé pour les passionnés de l'Ovalie. Il faisait l'unanimité parce qu'il avait, c'était le Chiracien. Il serrait des mains à n'en plus finir. Il aimait embrasser. C'est une sacrée personnalité qui malheureusement nous quitte. Oui, Judith Van Droom, j'imagine que vous l'aviez interviewé à de nombreuses reprises. Oui, c'est une nouvelle qui m'attriste beaucoup parce que tout ce que dit Carl est vrai. C'était un type extrêmement chaleureux, c'était un libéral. Il n'y en a pas tellement dans le circuit politique français, qui était fidèle à ses convictions, même s'il il avait des emportements successifs, et notamment dans la gestion de la droite parisienne, qui ont pu en désarçonner certains. C'était vraiment un type très cultivé. Il était né à Marseille, je crois. Il en avait gardé ce côté effectivement très très convivial et très chaleureux. Je vois déjà dans les hommages le rappel de sa jeunesse d'extrême droite. Ça ne manque jamais. Il était à la corpo de droit. C'était un type formidable. Avec Devedjian alors. Oui, c'est ça. Mais lui n'était pas à Occident, contrairement à Devedjian. Oui. Voilà. Hassan Amou, il n'était pas Sarkozy. C'est vraiment triste d'apprendre cette nouvelle et on s'aperçoit que beaucoup de personnalités ont été emportées. Je pense en ce jour-là aussi également à Pape Diouf, qui est un ami avec lequel il n'y a pas si longtemps, je suis tombé sur son dernier texto qui datait de janvier et qui m'a dit mon Hassan, on se reparle très bientôt. Et donc c'est vraiment triste. Donc j'ai une grosse pensée pour sa famille, ses amis, parce que ce sont toujours des moments très compliqués, très difficiles, y compris pour la vie démocratique de notre pays. Oui, absolument. Mais effectivement, comme le rappelait Carl Olive, il y a eu près de 30 000 morts en France. Donc, bien sûr. Voilà, on en parle parce que c'était une personnalité et je pense que vos journaux y reviendront bien évidemment. Alors, l'affaire Jean-Marie Bigard, est-ce que c'est pas tellement la candidature de Jean-Marie Bigard dont je voulais parler, mais plutôt de l'attitude d'Emmanuel Macron qui passe un coup de fil à Patrick Sébastien pour avoir le numéro de téléphone de Jean-Marie Bigard, qui l'appelle. BFM rappelle Jean-Marie Bigard pour savoir ce qui s'est dit. Et patatras, il dit que pourquoi pas une candidature à l'Élysée pourrait l'intéresser. Écoutez ce que disait Patrick Sébastien hier, toujours sur BFM. J'ai reçu un message du président il y a un mois à peu près, qui me disait qu'il avait vu que Bigard avait été brimé, on l'avait empêché de parler ou je sais pas quoi. Et le président me dit, je voudrais joindre Bigard pour lui dire que moi je ne suis pas comme ça et que je suis pour la liberté d'expression. Donc la volonté du président, c'était de parler à Bigard, d'être sympa avec lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire de lui dire, voilà, mais en aucun cas, Macron n'a appelé Bigard pour lui parler de politique ou pour le consulter sur quoi que ce soit. Et il se trouve que, d'après ce que j'ai compris, Jean-Marie a profité du truc pour lui parler d'autre chose. Mais je te cache pas que je crois que le président est quand même assez fâché d'avoir eu de la gentillesse pour Jean-Marie. Moi, ça reste mon ami, Jean-Marie. Mais là, je crois qu'il a déconné un petit peu. Bon, après, il a adouci un peu ses propos. Carl Olive, vous êtes politique. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Est-ce que le président de la République, est-ce qu'un président de la République doit faire ça? Est-ce que le président de la République doit appeler Jean-Marie Bigard? Est-ce que il savait ce que ça allait générer? Il se doutait bien que Jean-Marie Bigard ne le garderait pas pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Valérie, Régis, Hassen, Judith, est-ce qu'on peut penser une seule seconde
que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande n'aient pas eu des échanges voilà, de tous horizons avec et les uns et les autres. Sauf qu'effectivement, à l'époque, il y a peut-être moins de réseaux sociaux et que les gens savaient se tenir. Moi, très honnêtement, je ne suis pas choqué que le président puisse s'entretenir avec des personnes de tous horizons. Et Jean-Marie Bigard en fait partie, mais le président a appelé l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde de rugby il n'y a pas si longtemps parce que c'était une première dans l'histoire d'une Coupe du Monde. Personne ne s'en est évidemment offusqué. Après, je trouve que voilà, Bigard joue sa partie. Moi, je suis un fan de Coluche. Hein. Vous avez ressorti la déclaration de Coluche candidat qui se termine par tous ensemble pour leur foutre au cul. On va fêter le 40e anniversaire de cette déclaration. Bon, bah, c'est bien joué de la part de Jean-Marie Bigard. Voilà, c'est bien joué de la part de Jean-Marie Bigard où parfois il était tellement clivé qu'il en disparaissait de la petite lorgnette. C'était une occasion pour lui de faire une petite partition politique. On en pense ce qu'on en pense. Coluche disait aussi quand on n'a rien à dire, on ferme sa gueule. Oui, le contexte n'est pas tout à fait le même. Hein. C'était sur Sud Radio que s'est exprimé Jean-Marie Bigard en disant « Comme le président a un peu de mal à s'adresser au peuple, il s'adresse à moi parce qu'il sait que la vidéo que j'ai faite au président a fait 8 millions de vues. C'est énormissime. » Judith Weintraub, l'analyse politique de cet épisode. L'analyse politique, c'est que traduire « j'ai fait 8 millions de vues par « je suis soutenu par 8 millions de Français » me paraît un petit peu raccourci, c'est le moins que je puisse dire. Non, on a toujours vu les présidents être fascinés par la popularité, tous. Et ils s'approchent des gens populaires, comme vous savez, on touche la patte de lapin pour que ça porte chance. Mais cela dit, moi je trouve qu'Emmanuel Macron... Je vous ai perdu, moi, Judith. Allô? Ah ben moi je vous ai toujours, mais est-ce que vous m'avez... Aussi. Pareil. Désolée pour ce petit problème technique, désolée de cette pub qui est partie un peu brutalement, mais je n'entendais plus rien. Voilà, un peu comme Léon Zitrone, je ne vous entends plus. Donc Judith, j'ai entendu quand même une partie de ce que vous avez dit. Je vais vite fait. Non, mais en gros, je pense qu'en plus, c'est une bonne opération. D'abord, il a eu raison de l'appeler. Et c'est une bonne opération pour Emmanuel Macron parce que de la même façon, quand il avait appelé Philippe de Villiers sur le Puy du Fou, Philippe de Villiers a fini par dire mais Emmanuel Macron m'a parfaitement compris, c'est Édouard Philippe, le méchant de l'histoire. Et ben là, Bigard, qu'est-ce qu'il dit? Macron est un type formidable, il est mal entouré, c'est tout. Donc à chaque fois, ça se retourne à l'avantage d'Emmanuel Macron, qui effectivement montre qu'à défaut d'avoir l'adhésion du peuple, il sait parler à des personnalités populaires. Emmanuel Macron est quand même le seul leader européen auquel... Bon, alors on a un problème technique ce matin. C'est vous qu'on n'entend plus, Judith. Ça y est. On va passer peut-être à Régis, le temps de régler ça. Régis de Castelnau, sur cet appel et sur... Ouais. Parce que finalement, ça l'arrange un peu, Emmanuel Macron. Ça va, si Jean-Marie Bigard se présente, ou ce sont des voix qui seront piquées au FN ou au RN, pardon, ou à la France Insoumise. C'est des voix populaires. Alors, une bouffée d'apostasie, je vais prendre la défense d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a passé un coup de fil à Bigard. Je rappelle quand même que le chanoine de Latran, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, a emmené Bigard voir le pape. Faut pas oublier ça. Jacques Chirac appelait Michel Leb, etc., etc. Ça, c'est tout. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, tout ça n'est absolument pas gênant. Il y avait même, je ne sais plus qui passait dans la rue du Faubourg Saint-Honoré et il a reçu un SMS de François Hollande et il lui a répondu, je suis dans la rue. Oh, t'as qu'à monter. Le gars est monté chez le président. Non, tout ça, c'est... Il y a des Mitterrand. Voilà, non, mais tout ça n'est absolument pas méchant et je comprends très bien que Bigard ayant fait beaucoup de volume sur les réseaux au moment du confinement, qu'il lui ait passé un petit coup de fil parce qu'il semblait être assez malheureux. Deuxième point, la situation et le fait que derrière Bigard fasse une mauvaise manière à Emmanuel Macron procède d'une situation que je trouve assez étonnante. Tout le monde est persuadé qu'on peut refaire le coup
d'Emmanuel Macron sorti de nulle part et devenant président de la République. C'est une totale illusion. C'est une totale illusion pour deux raisons. D'abord, Coluche, mais il n'avait pas l'ombre d'une chance. Et quand on dit qu'on a fait ceci, on a fait ça, ce n'est pas vrai. Le truc s'est étiolé. Le nombre de fantaisistes, moi, j'avais 15 ans, il y a eu Marcel Barbu. Première élection présidentielle au suffrage universel. Ils ont toujours fait des scores ridicules, ça n'a jamais débouché sur rien. Hein. Michel Debré, 1%, Marie-France Garot, même des politiques. Donc l'élection présidentielle. Ça, c'est pas une humoriste, hein, Marie-France Garot. Non, mais ce que je veux dire au-delà des humoristes, etc., il y a toujours eu cette fantaisie, etc., qui en général ne débouche absolument sur rien. Hein, mais cette idée excite beaucoup de monde. Il y a énormément de candidats. Un tel dit c'est Charles Gave, l'autre dit il faudrait que Polony y aille, etc. Aucune illusion, on ne refera pas l'aventure Macron, qui est une opération remarquable, qui a été faite avec des moyens, qui a été faite avec effectivement de gros soutiens, qui a été faite ponctuée finalement, et sans ça, ça ne serait pas passé par une opération judiciaire de disqualification de celui qui était la personne qui aurait dû la gagner, cette présidentielle. Donc voilà. Bon, Monsieur Bigard, ça va l'occuper quelque temps. Ça va peut-être lui ramener quelques personnes dans ses séances de théâtre, mais je pense que tout ça ne débouchera sur rien. Et en tout cas, il ne faut pas en faire peser la responsabilité à Emmanuel Macron. Il en a suffisamment d'autres. Sur le dos. Et à Saint-Namou. Non, mais simplement, ce que j'ai envie de dire, c'est le contexte dans lequel cet appel a été passé. Vous avez quand même, il ne faut pas oublier, tout part d'un poste Bigard qui explique donc la situation de l'hôtellerie-restauration et des bars. Et sur cette simple poste, le président de la République, dans un contexte de déconfinement et de crise sanitaire, téléphone à Bigard pour discuter avec lui de cette problématique. Et donc, squeeze totalement les professionnels et les syndicats qui, eux, réclament une attention particulière sur la réouverture et sur les conditions dans lesquelles ça se fait. Je pense qu'ils sont entendus et qu'il y a des discussions aussi. Non, mais bien sûr, mais évidemment, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Valérie. C'est juste le contexte. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que les gens ont été un peu plus regardants et la polémique a un peu plus enflé parce que c'est pas une période comme les autres. Ça serait passé comme une lettre à la poste si on était dans un temps calme où le président de la République, et on le sait tous, Sarkozy était extrêmement l'ami des stars et du petit monde de Paris. Donc les textos et les coups de téléphone fuitaient dans la presse, ça gênait personne. Aujourd'hui, on a un contexte qui est particulier de crise et on se dit, on a un capitaine de navire qui prend le temps d'aller téléphoner. C'est ça le côté un peu ubuesque de l'appel et qui a un peu choqué une partie des Français. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi calcul de la part d'Emmanuel Macron, puisque depuis quelque temps, l'Élysée redoute une candidature d'un outsider, genre Zemmour, on a fait sortir ça depuis quelques semaines, il y a une sorte de timing autour de ça. Attendez, je finis juste. Une candidature populiste qui fout la trouille à la Macronie selon les propos d'un puissant conseiller de l'exécutif, c'était dans Le Monde la semaine dernière. Oui, mais enfin, moi j'ai beaucoup de mal à penser qu'Emmanuel Macron a des insomnies à cause d'une potentielle candidature de Bigard, excusez-moi. Non, c'est du jeu, c'est de la stratégie. Et quand bien même, si, admettons ce que je ne crois pas, Bigard allait jusqu'au bout de sa démarche, qui en seraient les premières victimes? Vraisemblablement Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, pas Emmanuel Macron. On a une auditrice en ligne, on a Muriel de Béziers qui voulait réagir. Bonjour Muriel. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, moi ça me fait, je vous entends, ça me fait rire, hein, parce que moi je prends Bigard pour un comique, mais un comique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on n'a plus de Coluche. Et ce Coluche, il nous manque depuis des années, c'est-à-dire que ce sont des humanistes qui n'ont pas d'arrière-pensée politique. La seule façon de pouvoir exprimer ce que nous ressentons, nous, le petit peuple, face aux élites, ce sont des gens comme ça qui font passer des messages. Donc il ne faut pas le voir. Moi, je suis sûre que Bigard n'ira pas se présenter. Voilà. Mais par contre, il a une voix qui porte, c'est tout. Et donc, j'estime que... Alors après que Macron, il s'en serve pas, on s'en tape. Nous, alors, sur le terrain, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que des voix s'élèvent pour nous. Voilà.
Vous voteriez pour lui ou pas s'il allait jusqu'au bout? Pas du tout. Enfin, madame. Ah, ben c'est très bien. Chacun a son travail. Lui, il est chargé de... D'abord, il a fait des choses très bien. Hein. Les bouchons, c'est lui. Pour les handicapés, etc. Donc, faut pas lui enlever ça. Mais, non, la politique, ça ne s'improvise pas. Voilà. Ouais, mais par contre, faut aussi que la politique redescende un peu sur terre et pense un peu qu'ils n'ont pas la science infuse. Hein. Quand on voit aujourd'hui, on avance, on recule dans les mesures et tout, mais c'est à pleurer de rire. Mais un comique n'est pas là non plus pour prendre la présidence de la France. Voilà. Bon, voilà. Est-ce qu'on en fait trop, à votre avis, autour de Bigard? On vient d'en parler pendant une bonne demi-heure, mais est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que le débat aujourd'hui... C'est une vraie question, cette appétence pour la candidature. Regardez, il en sort de partout, politique, pas politique, société civile, etc. Il en sort de partout. Donc, pour l'instant, c'est le trop-plein, comme disait De Gaulle. Hein. Non, je pense que c'est une vraie question parce qu'il y a d'abord une aspiration au changement et puis il y a cette illusion que désormais, on sort un candidat du chapeau 6 mois avant l'élection et qui peut gagner. Voilà, on va pas faire la liste, mais enfin, pour l'instant, c'est pas mal. Ouais. Oui, il y a aussi juste pour dire que Jean-Marie Bigard disait... Attendez, Carl Olive avait pris la parole, Judith, oui. Non, je rejoins ce que disait l'auditrice biterroise. Jean-Marie Bigard, en 2014, disait « Je suis dans le sillon de Coluche ». Et la manière dont Coluche disait « J'arrêterai de faire de la politique quand les politiques arrêteront de nous faire rire ». Il a pas tort. Pour faire une toute petite confidence, j'ai échangé avec le président de la République avant-hier soir. C'était pas pour parler de Bigard, hein. Et je pense que un président qui peut échanger sur différents sujets, différentes journées, sur des choses concrètes qui viennent du terrain, comme dit l'auditrice, et moi, encore une fois, ça me choque pas et ça me fait dire que pour une fois qu'on n'est pas hors sol, comme on l'a dit pendant des années, que nous ne sommes pas les oubliés de la République, ça nous va bien. Bon, Judith, un petit mot, puis on va parler des confinements. Il ne faut pas oublier quand même le contexte de tout ça, c'est que ce sont des Français qui ne se sentent pas ou mal représentés par leur personnel politique en général. Hein, ce qui fait que ça prend tellement de place et que Bigard peut dire moi je représente le peuple et Emmanuel Macron a un problème de confiance, c'est que personne, pas plus l'opposition que les oppositions qu'Emmanuel Macron, n'arrive à accrocher les abstentionnistes et les gens qui ne se reconnaissent pas dans ce système. On est une démocratie quand même passablement malade. Non, on a un vrai problème, c'est que Raoult, à son corps défendant, je pense, même si c'est pas pour lui, est devenu iconique. Parce que dès qu'il y a quelqu'un qui passe et qui donne l'impression de s'opposer et d'être sur le clivage peuple-élite, hein, ça marche. Il y a une aspiration à avoir des porte-paroles, à avoir des gens pour porter ça, et c'est très fort. Mais je trouve que l'intervention de votre auditrice, elle est parfaite, parce qu'elle dit, voilà, on a besoin de gens qui parlent pour nous, qui parlent comme nous, etc. Mais vous voterez pour lui? Ah ben non. Bah non. Vous voyez, donc c'est très responsable comme attitude. Hein. Je le trouve ça très responsable. Mais alors, je voudrais qu'on parle donc du déconfinement, la suite cet après-midi avec Édouard Philippe qui doit faire un certain nombre d'annonces, desserrer les taux, c'est ce qu'on en attend et c'est ce qu'on attend de beaucoup de Français, assouplir un certain nombre des mesures qui ont été mises en place à partir du 2 juin. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et puis il y a cette décision des parcs et jardins fermés. Je vois des images de quais remplis de gens. Et c'est notre camarade François Monboise qui dit est-ce que le béton est moins contaminant que l'herbe? Quand on voit les quais, que ce soit dans différentes villes de France, on a un petit peu de mal à comprendre certaines de ces décisions. Hassan Amou, c'est quoi la situation à Marseille sur le déconfinement? Ici, il y a beaucoup de gens en bord de plage. Hein. On a un climat qui est limite un climat de vacances là maintenant, et donc les gens se précipitent sur le bord de plage. Et on a eu des images le week-end dernier où il y avait des gens qui ne respectaient plus trop la distanciation sociale et ils sont allés se baigner. Et donc, je pense que là, avec l'annonce du déconfinement, il va falloir mettre dans les esprits que c'est pas parce qu'on fait la réouverture des restaurants et des bars
et qui est l'un des, j'ai envie de dire, des lieux où on se côtoie le plus aujourd'hui en France. Donc, il ne faut pas que dans l'esprit des gens, on se dise que tout ça est fini. Donc, moi, à Marseille, parfois, on a un peu l'impression d'un laisser-aller, c'est-à-dire que le virus a totalement disparu. On voit des gens qui se baladent dans la galerie avec leur masque à la main, porté n'importe comment, et on n'a pas l'impression qu'ils prennent aujourd'hui la mesure des règles du déconfinement. Oui. Judith? Oui, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le gouvernement essaie vraiment la responsabilité individuelle. Parce que quoi qu'en ait dit Édouard Philippe lorsqu'il a annoncé les dernières mesures, on voit toujours beaucoup d'infantilisation dans le comportement des pouvoirs publics. Est-ce qu'ils vont inventer d'autres règles, supprimer la règle des 100 km pour la remplacer par une règle des 102 km, par exemple? Ça serait très embêtant. Évidemment, est-ce qu'on peut... On voit tous les mêmes canaux d'information qui nous disent que, comme le disait Raoult, ça c'est pour vous agacer, l'épidémie suit une courbe en cloche et qu'on est sur la fin. Et que la deuxième vague, dont je crois que c'était une responsable de l'OMS qui disait la question n'est pas de savoir s'il va y avoir une deuxième vague, mais quand elle va avoir lieu. En tout cas, pour cet été, je ne peux pas préjuger de la rentrée, ça n'a pas l'air du tout d'être l'hypothèse la plus probable. Donc il ne faut pas effectivement que le déconfinement se traduise par une perte de prudence généralisée, mais il faut faire confiance aux gens. On s'aperçoit que la contrainte et l'infantilisation produisent des comportements infantiles. On a cité les parcs et les jardins, les bars, dans les quartiers où il y a une grande densité de bars et de restos. Vous avez, à l'heure de l'apéro, des gens collés serrés sur le trottoir. Alors, certes, ils sont debout, c'est dynamique, mais ils ne respectent absolument aucune consigne, aucune distance physique. Quel sens ça a, je ne sais pas. Oui, monsieur le maire, vous qui avez eu le président de la République il y a 2 jours, vous avez des infos à nous donner ? Non, mais c'est surtout monsieur le maire de terrain qui voit ce qui se passe au quotidien dans la collectivité. Je crois qu'il faut arrêter la vaste hypocrisie de penser que quand bien même quand il y avait confinement et aujourd'hui début du desserrement du confinement et demain le déconfinement, que du jour au lendemain tout le monde va rester très discipliné. C'est pas vrai. Je pourrais dire le contraire. Moi, je vois devant moi ici la place de la République de ma collectivité où il y a beaucoup de monde depuis la fin du confinement et parfois c'est compliqué de faire respecter les règles. Comme dans mes quartiers populaires, on en parlait tout à l'heure, où encore hier il y avait des matchs de football où les uns et les autres s'amusaient entre eux. C'est très compliqué de pouvoir faire respecter ces distanciations. Il y a l'infantilisation, comme le disait Judith à juste titre, peut-être des pouvoirs publics, mais il y a aussi quelque part la responsabilité culturelle et le civisme des Français. Et ça, pardon, ça ne s'apprend pas dans le dictionnaire. On l'a ou on ne l'a pas. Régis disait tout à l'heure, encore une fois, avec tout à fait avec raison, qu'en Allemagne ou en Angleterre, c'était différent parce que culturellement, c'est différent. Moi, je pense qu'il faut arrêter la vaste hypocrisie. Faisons confiance aux Français. Chacun prend ses responsabilités. Et je pense que c'est le message qui va être passé aujourd'hui. Moi, je voudrais rebondir une seconde sur ce que vient de dire Carl Olive, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, je l'ai déjà dit dans ses émissions, je suis assez fier de la façon dont les Français ont opéré. D'abord, ceux qu'on a envoyés au front, les premiers de corvée, ben, ils y ont été. J'ai appris que c'est bouleversant. J'ai appris que le Parlement avait adopté un texte pour la prise en charge des enfants, des orphelins, de soignants morts au front. Bon, là maintenant, faisons-lui confiance. Et ça a été un choc. Il y a eu une violence. Et puis maintenant, il y a l'inquiétude, il y a l'angoisse sur ce que sera demain. Terrible. Il va y avoir des centaines de milliers de chômeurs en plus. Il y a des perspectives qui sont quand même sombres et tout. Donc oui, allez, il faut relâcher maintenant. Compter sur l'instinct de conservation des gens. Vous savez, moi, je suis prudent. J'ai 70 ans et un très léger surpoids, mais je peux vous dire que je fais quand même encore très attention. J'ai aucune envie de me retrouver en difficulté. Non, il n'y aura pas de reconfinement en plus. Enfin, je ne parle pas de l'hiver prochain, mais là, non, ok. Allez, on ouvre, on laisse les gens. Il fait beau en plus, vous vous rendez compte? Il fait beau. On a un avant-goût de vacances là, donc non, moi je suis optimiste. Après, certains en appellent à la prudence aussi. C'est toujours le bénéfice-risque. C'est une affaire individuelle un peu.
C'est une affaire, ça ne sera pas la conséquence de règles drastiques. C'est une affaire individuelle. Allez, pardon, c'est fini. Pardon à Lionel qui attendait. Il nous disait oui, déconfinement total et vite, ça a assez duré. Bah écoutez, on va écouter le Premier ministre ce soir à 17h qui va nous en dire un petit peu plus. Merci à tous les quatre pour cette heure de débat vivifiant, car le livre nous montre la déclaration de candidature de Coluche. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. Non, vous retrouvez, pardon, moi ça va, j'ai fait 2 heures. C'est André Berkoff que vous retrouverez dans un tout petit instant. À demain.